Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a déclaré que le FMI souhaitait que les Sénégalais, que tous les Sénégalais restent pauvres et que ça l'arrangerait très très bien. Bah c'est pas faux. C'est pas faux. Suivez les informations en Afrique et partout dans le monde en temps réel sur la chaîne Tony. Et avant toute chose, likez, abonnez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a déclaré que le FMI souhaitait que les Sénégalais, que tous les Sénégalais restent pauvres et que ça l'arrangerait très très bien. Bah c'est pas faux. C'est pas faux. Parce que pourquoi les Sénégalais se développeraient? Pourquoi le Sénégal deviendrait indépendant? Pourquoi? Vous pensez que le FMI est là pourquoi? Vous pensez que la Banque mondiale est là pourquoi? Vous pensez que toutes les institutions de Bretton Woods sont là pourquoi? C'est pour vos beaux yeux, pour rendre vos pays indépendants, développés et libres, souverains? Bien sûr que non. D'autant plus que les dirigeants à la tête de ces institutions sont là pour servir les intérêts de leur maître, de leur pays. Et leurs intérêts sont clairs. S'assurer que les ressources naturelles des Africains rentrent en Occident, tandis que les Africains continuent de souffrir. Dire comme ça fait pas plaisir, je suis d'accord. Mais c'est ça le but du FMI en fait. Vous pensez qu'on parle de la néocolonisation, ça se passe comment? Bah, parfois on n'a plus besoin d'armes. Vous allez être recolonisé, mais par ces institutions-là. C'est pour ça que quand il y a des pays qui sont libères, comme les pays de l'AES, comme le Burkina Faso, eh ben, ils deviennent un caillou dans la chaussure. Ils deviennent un vrai problème. Ils deviennent une cible à éliminer très rapidement parce qu'on n'a pas envie qu'ils transmettent cette volonté de se libérer à d'autres pays africains. L'Afrique n'a pas besoin de ça, de cette dette odieuse. J'ai eu à recevoir à Addis Abeba l'éminent économiste américain, le professeur Jeffrey Sachs. En l'écoutant, je me suis entendu parler, je me suis entendu écrire. Telle était forte notre convergence de vues. Et voilà ce qu'il disait en substance, et il me permettra de le citer. Ce qui intéresse le FMI, ce n'est pas votre développement. Ce qui intéresse le FMI, c'est que vous restiez pauvres et sages. Africaines, Africains, le FMI et la Banque mondiale assassinent économiquement les peuples africains depuis plusieurs décennies. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Commençons par pourquoi. Le FMI et la Banque mondiale sont des organisations financières internationales occidentales qui ont été créées à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont été créées pour répondre au problème fondamental de l'Occident. L'Occident a un problème fondamental. C'est que l'Occident est économiquement pauvre en ressources naturelles stratégiques. Dans le sous-sol d'Occident, il n'y a pas d'or. Il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de manganèse. Il n'y a pas de lithium. Il n'y a pas d'uranium. Il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas dans le sous-sol de l'Occident, eh bien, de diamants. Les plus grandes richesses stratégiques qu'il y ait sur la Terre manquent à l'Occident. La psychologie, la mentalité de l'occidental est donc dominée par la peur de manquer. Ce que j'ai appelé l'angoisse existentielle de la rareté, l'angoisse du manque. Voilà pourquoi l'occidental a développé des stratégies d'anticipation conformes à la théorie de la fable de La Fontaine dans La cigale et la fourmi. L'Occident politique est plutôt fourmi, au sens où il passe une bonne partie de son temps à planifier des stratégies pour compenser ses manques, c'est-à-dire à résoudre par anticipation les crises de rareté qui vont le frapper. Par exemple,
Regardons le cycle du pétrole. Tous les pays occidentaux stockent du pétrole en avance pour pouvoir tenir pratiquement 5 à 7 ans en cas d'arrêt de la production de pétrole sur la Terre. Tous les grands pays occidentaux constituent en permanence de gros stocks d'or afin de pouvoir anticiper sur des crises financières, des crises monétaires. Si les billets de banque venaient à perdre leur valeur, ces pays, avec les réserves d'or qu'ils se constituent, se donnent les moyens de pouvoir rebondir en utilisant l'or comme unité, refuge de la monnaie. Ces pays ont développé l'épargne à un niveau pas possible. Ils ont développé la prévision, l'anticipation. Ils ont développé un domaine particulier de la connaissance qui s'appelle la prospective, c'est-à-dire la compréhension anticipée de l'évolution des phénomènes naturels, sociaux, économiques et politiques. Compréhension qui leur permet d'élaborer des programmes, des projets et de penser déjà à ce qui va se passer en 2050, en 2060, en 2100, pendant même que nous sommes en 2026. Et que la plupart des pays africains et des peuples africains sont dans une planification à très court ou, quand c'est extraordinaire, à moyen terme. Les pays occidentaux sont installés depuis pratiquement 600 ans dans la planification de long terme. Cet esprit de planification a été bien exprimé par l'un des plus grands penseurs de la science occidentale, à savoir le philosophe français Auguste Comte, auteur de la doctrine positiviste. On lui pose la question de savoir à quoi sert la science. Et Auguste Comte donne la réponse suivante. La science, elle sert à savoir pour prévoir et elle sert à prévoir pour agir. Savoir pour prévoir et prévoir pour agir. Donc même la recherche scientifique telle qu'elle est pensée dans tous les grands pays occidentaux a pour but de répondre aux soucis fondamentaux de l'occidental, à savoir le manque. Le manque d'argent, le manque d'or, le manque d'aluminium. Je vous rappelle que l'argent est une matière première. Le manque de cuivre, le manque de diamants, le manque de pétrole, le manque de gaz, le manque de café, le manque de cacao, le manque de bananes, le manque d'orange. Toute la science a pour vocation de prévoir ces manques-là et d'y répondre. Alors, à travers l'histoire, comment l'homme a-t-il fait face au manque? D'abord, l'homme a fait face au manque par la recherche d'un objet immédiat à portée de main qui puisse le satisfaire. Quand un homme a faim, par exemple, et qu'il y a des arbres fruitiers devant lui, il n'hésite pas, s'il n'est pas trop menacé par un propriétaire nerveux, à cueillir un fruit pour le manger. Donc le premier réflexe de l'homme, il le partage avec tous les animaux, c'est que quand il est en manque et que l'objet est à portée de main, il le prend. Et il va le consommer pour combler ce manque. Mais ce réflexe est un réflexe animal. En tant que l'homme est doué de conscience, c'est-à-dire qu'il a conscience de l'existence du passé, du présent et du futur, il tire des leçons de ses expériences passées. Voilà pourquoi l'homme est l'animal qui possède des greniers, qui possède des lieux où il réserve des choses afin de répondre à son manque quand ce manque se ressignale. Voilà comment, quelque part, est née l'économie, c'est-à-dire une activité consistant en la production, en la distribution et en la consommation des biens et services. Et un élément très important de l'économie, c'est tout naturellement la prospective économique. C'est la prospective économique qui a généré dans l'esprit des Occidentaux l'idée de réduire tous les Noirs de la terre au statut d'esclaves, afin que ceux-ci travaillent pour eux et produisent des biens et services que eux ils vont consommer. C'est la prospective économique qui a amené les Occidentaux à explorer, à travers des missionnaires, des marchands, puis par la suite des militaires, tous les continents, afin de soumettre les peuples à la colonisation, et ainsi exploiter les peuples sur leur propre terre, et ramener dans leur métropole toutes les richesses produites par les peuples esclavagisés chez eux.
Car la colonisation, c'est l'esclavage pratiqué contre un peuple sur son propre territoire et contre lui. Ce sont ces mêmes angoisses fondamentales de l'occidental qui expliquent la persistance de l'impérialisme. Regardez par exemple le comportement du président Donald Trump envers le Venezuela. Donald Trump est un président qui a l'inconvénient d'être grossier, mais c'est en même temps par là qu'il est utile à l'histoire contemporaine. Parce que lui, il révèle d'une manière extrêmement claire les vraies motivations politiques de la classe politique occidentale. Il attaque le Venezuela, il kidnappe le président du Venezuela et il arrache 50 millions de litres de pétrole aux Vénézuéliens. Et il dit, désormais, le pétrole du Venezuela nous appartient. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait pour organiser la traite négrière. C'est exactement ce qu'ils ont fait pour les colonisations françaises, portugaises, italiennes, espagnoles, allemandes, britanniques, les colonisations américaines perpétrées par les Européens. C'était le principe. Par la force, on s'arroge non seulement les richesses des gens, on s'arroge leur corps, on s'arroge leurs âmes par l'assimilation culturelle, et on détruit leur culture pour les présenter comme des sauvages, et pour essayer de justifier la barbarie perpétrée contre eux, derrière la doctrine de la mission civilisatrice. Donc il faut que vous compreniez que ces 600 dernières années, l'Occident a procédé essentiellement, je dis bien essentiellement, accessoirement il a procédé autrement, mais l'Occident politique a procédé essentiellement par la violence, par la ruse et par le mensonge pour remplir ses greniers. C'est cette violence, cette ruse et ce mensonge qui se sont exprimés à travers les grandes tragédies de la traite des Noirs, qui a été coulée dans le marbre de la loi, par exemple en France, à travers le Code noir de Colbert, qui n'a même pas encore été aboli cette année, 2026. Donc ils ont utilisé la violence, violence négrière, violence coloniale, violence néocoloniale, violence impérialiste, comme vous le voyez dans le comportement des États-Unis contre l'Iran. L'Iran est en Iran, les dirigeants iraniens sont en Iran, ils ne sont pas aux États-Unis. Donald Trump envoie toute une armada encercler l'Iran et menacer l'Iran. Dire à l'Iran, si vous ne négociez pas, c'est-à-dire si vous ne donnez pas votre pétrole, nous allons vous bombarder. C'est exactement le message qu'il a tenu envers le Venezuela. Mais en fait, c'est ce message que l'Occident tient au monde entier depuis 600 ans. Si vous ne faites pas notre volonté, nous allons vous braquer, nous allons vous tuer, nous allons vous déporter, nous allons vous exterminer, nous allons vous assimiler, nous allons vous écraser si vous ne faites pas notre volonté. L'expansion négrière, l'expansion coloniale, l'expansion néocolonialiste et l'expansion impérialiste sont en réalité un régime de la violence barbare pure. Donc c'est pour régler son problème fondamental que l'Occident a inventé la traite négrière, a inventé la colonisation. Je ne dirais pas complètement inventé parce qu'il y a eu des colonisations avant les colonisations occidentales, mais la colonisation sous la forme que nous connaissons aujourd'hui est une invention occidentale. C'est une idée occidentale. D'autant plus que cette colonisation s'est accompagnée de justifications intellectuelles, justifications religieuses, de toutes sortes. Toute cette notion de mission civilisatrice est une catégorie théologico-politique. Bon. Donc, il y a eu la force, il y a eu donc cette violence qui, depuis 600 ans, s'abat sur le monde. Et dont l'attaque du Venezuela, le génocide du peuple palestinien, l'attaque en préparation contre l'Iran, toutes les guerres que nous avons connues, prenons seulement au XXe siècle ou en ce XXIe siècle, tout cela est la mise en œuvre de cette barbarie de l'Occident. Monsieur Sarkozy, vous êtes là? Venez nous rappeler quelle est la région la plus criminelle de l'histoire de l'humanité. Il faut qu'on donne la parole à un barbare, afin que nous mangions, selon le proverbe africain, notre piment dans sa propre bouche. Monsieur Sarkozy, quel est le continent le plus barbare, le plus sauvage de l'histoire de l'humanité? Sarkozy. Sarkozy lui-même, assassin de Muammar el-Kadhafi, eh bien, va nous dire quel est le continent le plus sauvage et le plus barbare de l'espèce humaine connue. Alors, allons-y, monsieur Sarkozy, faites vite.
J'ai pas le temps. Je vais vous dire une chose. Oui, allez-y. L'Europe, Oui. de tous les continents du monde, Très bien. est le continent le plus brutal, Oui. où il y a eu les guerres les plus sauvages. Très bien. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, Très bien. c'est l'Europe. Très bien. Et je vais vous dire autre chose. Ouais. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Même au Moyen-Âge, c'était le cas. Il n'a pas bien fait ses cours d'histoire. Sarkozy était nul à l'école. Il a eu beaucoup de mal à avoir le bac. En fait, ses carences en histoire ne nous étonnent pas. C'était un mauvais élève. Mais là, il y a quand même un aveu important. Hein? Il y a un aveu important. Sarkozy, l'un des plus grands barbares à la tête de la France, l'assassin de Kadhafi, le voleur de dizaines de millions de dollars libyens, hein, le repris de justice, hein, le premier président de la République française à aller en prison au XXIe siècle. Bref, en fait, le recordman du néant, Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha, nous dit, il reconnaît qu'il est un barbare et que la barbarie politique, c'est la marque déposée dans l'histoire de l'humanité de l'Europe. C'est important que ça vienne de Sarkozy, c'est-à-dire d'un barbare. C'est une véritable confession, ce jour-là, devant des parlementaires. Bon. Mais, comme vous le savez très bien, la violence ne suffit pas. Vous ne pouvez pas en permanence maintenir votre domination sur des gens par la violence. Vous êtes obligé d'utiliser d'autres moyens. Parmi ces moyens, il y a l'aliénation religieuse, imposer aux gens l'idée que leur Dieu c'est Satan et que votre Dieu est le vrai Dieu. L'aliénation religieuse qui a été magnifiquement étudiée par mon regretté honorable professeur Fabien Boussi-Boulaga dans un livre célèbre intitulé Christianisme sans fétiche, que je vous recommande. On a utilisé ça. Mais quand l'aliénation religieuse ne marche pas, parce que les Africains se souviennent quand même que dans leur propre langue, on peut trouver le nom de Dieu, et qu'il y a des hommes vertueux dans toutes les civilisations, et que tous les temples, finalement, s'orientent d'une manière ou d'une autre vers le seul et même vrai Dieu, ils ont trouvé autre chose pour tenir les Africains. Vous savez quoi? Et j'en viens à ce que le FMI et la Banque mondiale utilisent pour tenir les Africains. L'arme, en dehors de la violence, en dehors de l'aliénation culturelle et spirituelle, l'arme fatale pour tenir les Africains qu'ils ont trouvée, c'est la dette. La dette négrière, la dette coloniale, la dette néocolonialiste, la dette impérialiste. Écrivez ça. Aya Sever. C'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Quand l'impérialisme occidental n'a pas pu s'imposer par la violence, quand il n'a pas pu s'imposer par l'aliénation culturelle, spirituelle, il s'impose par l'aliénation économique, l'aliénation financière, et l'un des aspects les plus importants, utilisé par les puissances impérialistes pour assujettir les peuples du Sud global, c'est la dette. L'histoire de la dette, telle qu'elle est pratiquée notamment par le FMI et la Banque mondiale, pour la comprendre, il faut se souvenir de l'usage qui a été fait de la dette par les puissances négrières. Et l'une des plus grandes puissances négrières qui soit, celle d'ailleurs qui n'a pas aboli le Code noir, c'est la France. L'Empire, la monarchie française, la République française, se sont permis d'imposer à des pays dont les populations avaient été victimes d'esclavage organisé par la France, leur imposer de payer les propriétaires d'esclaves, d'indemniser les propriétaires d'esclaves. C'est-à-dire que la France a organisé, par exemple, et il y a un bon modèle, c'est Haïti, elle a organisé l'indemnisation du criminel par ses victimes. C'est-à-dire qu'au moment de l'abolition, au moment du retrait de la puissance négrière, colonialiste, néocolonialiste et impérialiste française, des îles caribéennes et notamment de Haïti, la France impose, sous peine de canonnade, de bombardement, sous peine d'assassinat total des populations locales, elle impose à l'île de Haïti de payer des indemnités aux anciens propriétaires d'esclaves. Et la République française va même organiser l'indemnisation des anciens propriétaires d'esclaves au motif que l'abolition de l'esclavage les a spoliés. Ça, c'est le principe de la dette coloniale. C'est-à-dire que des gens réduisent en esclavage et assassinent des millions, que dis-je, des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes pendant 300 à 400 ans. D'accord? Au bout du compte,
c'est eux qu'on indemnise. On indemnise les propriétaires d'esclaves. Quand on abolit l'esclavage, on indemnise les propriétaires d'esclaves. Et quant aux victimes de l'esclavage, on les met en demeure de rembourser tout ce que le maître colon, le maître négrier, le maître esclavagiste ont réalisé. C'est-à-dire en fait que les descendants d'esclaves aux Antilles, les descendants d'esclaves à Haïti, ont été condamnés à payer, à remercier la France pour les avoir réduits en esclavage. Ça fout là. What? Mais est-ce qu'un être humain normal peut vivre avec une vérité aussi grave? Je veux que vous compreniez d'où vient l'esprit de la dette du FMI et de la Banque mondiale. L'esprit de ces organisations, c'est de faire payer les victimes. Wow! C'est-à-dire une dette qui a pour but de te maintenir en esclavage. Ça s'appelle la dette coloniale. Le FMI, la Banque mondiale, fonctionne sur le même principe que les puissances négrières qui ont surendetté les communautés qui ont été victimes d'esclavage. Maintenant, venons-en au mécanisme du FMI. Il faut que vous m'écoutiez. Comment le FMI et la Banque mondiale font pour assassiner des nations entières du continent africain? Il y a une première étape qui est extrêmement importante. Ces organisations financières appartiennent à des puissances qui combattent les peuples africains et empêchent les peuples africains d'installer dans les palais présidentiels des dirigeants qui servent leur peuple. Notez première étape, le sabotage des processus de désignation des dirigeants souverains. C'est une étape extrêmement importante. Parce que si, à la tête des pays africains, il y avait essentiellement des dirigeants qui sont l'émanation des choix des peuples, ces dirigeants ne pourraient pas faire les 4 volontés de la Banque mondiale et du FMI. La dette coloniale administrée à l'Afrique ne serait point possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, regardez ce qu'ils ont fait partout où ils l'ont pu en Afrique. Ils ont tué tous les dirigeants africains qui voulaient servir les aspirations des peuples africains. Et ils ont imposé, partout où ils l'ont pu, des dirigeants africains qui servaient les intérêts étrangers à l'Afrique. C'est-à-dire les intérêts occidentaux et moyen-orientaux. Donc la première phase, c'est la phase de la dépossession de la souveraineté. Écrivez. Vous ne pouvez pas comprendre la dette du FMI et de la Banque mondiale sans avoir clairement compris que la phase première, pour que cette dette soit possible, c'est d'abord la dépossession de souveraineté. Il faut que les pays africains soient dirigés par les ennemis de leur propre peuple. Pour que la dette coloniale du FMI et de la Banque mondiale prospère. Écrivez. Tilana. Je suis là pour vous expliquer. Niveau CM2, tu comprends. On commence d'abord par empêcher que ceux qui sont présidents chez nous soient des gens qui soient obligés de rendre compte à leur peuple. On fait tout pour que ceux qui sont présidents chez nous rendent d'abord compte aux Européens, aux Américains. On les rend, on fait tout pour que les palais soient occupés par les valets. Écrivez. On fait d'abord tout pour que les palais africains soient occupés par les valets. Cette formule est facile à retenir. On fait d'abord tout pour que les palais africains soient occupés par des valets. J'ai dit que c'était l'étape 1 de toutes les grandes dettes que la Banque mondiale et le FMI revendiquent en Afrique. Une fois qu'ils ont imposé des valets dans les palais, on passe à l'étape 2. On fait signer aux valets des dettes qui sont avantageuses pour les maîtres, c'est-à-dire pour le FMI et la Banque mondiale, c'est-à-dire les pays occidentaux, et qui sont désavantageuses pour les peuples. Et on fait bien comprendre aux valets, c'est-à-dire à ces dirigeants ennemis de leur propre peuple, que leur survie au pouvoir est conditionnée par leur obéissance, le doigt sur la couture, à la Banque mondiale et au FMI. Voilà comment ces dirigeants signent des 2 mains toutes sortes de crédits, absurdes et stupides. J'ai même entendu un vieux dictateur, celui de mon pays natal, le Cameroun, avouer en plein Washington qu'ils avaient signé des crédits, ils avaient accepté des emprunts à des taux rédhibitoires. Ils utilisent un gros mot pour tromper le peuple camerounais de la campagne
le peuple camerounais qui ne parle pas le gros français. Rédhibitoire, c'est-à-dire des dettes contre nous-mêmes. Des dettes dont les conséquences sont négatives pour nous-mêmes. Biya Paul a le niveau Bac+5 à la base. Il a eu une licence en droit et un diplôme d'études supérieures en droit. C'est-à-dire que intellectuellement, cet homme est outillé pour comprendre que quand il prend une dette au nom du Cameroun, cette dette peut être rédhibitoire, c'est-à-dire qu'elle peut se retourner contre le Cameroun. Mais il n'a fait que faire ça et il continue. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, si tu ne le fais pas, on va te renverser. Parce que c'est nous qui t'avons mis là. En 1987, il a dit, je suis le meilleur élève de la France. Quand Paris me dit, accepte la dette, j'accepte. J'accepte pourquoi? Parce que pour moi, faire de la politique, c'est simplement tout faire pour être président. Je ne fais pas de la politique pour que il y ait un trait qui fonctionne entre les 10 capitales, les 10 régions du Cameroun. Je ne fais pas de la politique pour que la fourniture d'électricité du Cameroun soit de 150%. Je ne fais pas de la politique pour que toutes les Camerounaises et tous les Camerounais aient de l'eau potable. Non. Je ne fais pas de la politique pour que toutes les Camerounaises, tous les Camerounais aient des dispensaires, des hôpitaux d'arrondissement, de district, des hôpitaux régionaux et de grands hôpitaux nationaux. Je ne fais pas de la politique pour cela. Je fais de la politique pour être toujours président et pour plaire toujours à ceux qui m'ont imposé en assassinant les véritables serviteurs de la libération du pays, qui étaient Oumiobe, Osende Afana, Ernest Ouvandier, qui était Abel Kingé, Félix Roland Moumié. Je fais de la politique pour qu'on me laisse être président à tout prix, y compris au prix de la mort lente du peuple camerounais. Vous pouvez appliquer ce raisonnement dans tous les pays africains où ces gens ont imposé par des crimes des dirigeants à leur bout. Et ça marche pareil. Donc, deuxième phase ici. Maintenant, intéressons-nous au contenu des crédits du FMI. Le contenu des crédits du FMI et de la Banque mondiale, il est caractérisé par un détail qui est très important, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est un coefficient, c'est un chiffre qui dit la quantité d'argent que tu vas ajouter sur l'argent qu'on t'a donné quand tu vas rembourser. Bien sûr, quand une banque vous prête de l'argent, et cette banque, ce sont les grandes puissances occidentales qui sont derrière, d'accord? C'est une FMI, Banque mondiale, c'est les banques de l'OTAN. Pour faire simple, c'est l'OTAN, c'est les pays de l'OTAN qui sont derrière. D'accord? La dette est une arme. Donc, quand ils te donnent leur dette, ils jouent sur une chose qui s'appelle le taux d'intérêt. Définition simple du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est un chiffre qui dit la quantité d'argent que tu vas ajouter sur l'argent qu'on t'a donné quand tu vas rembourser. Donc, si on te prête, par exemple, mettons 1000 francs CFA, et on dit que le taux d'intérêt est de 10%, donc, quand tu vas rembourser les 1000 francs là, tu ajoutes 10% de 1000 francs. C'est-à-dire, tu ajoutes 100 francs CFA dessus. Et puis, ça fait donc 1100 francs ce que tu ajoutes. Vous avez compris le taux d'intérêt? C'est le pourcentage que tu vas ajouter. D'abord, tu rembourses le capital. Et ensuite, tu vas rembourser donc, en quelque sorte, leur taux d'intérêt. C'est-à-dire ce qu'eux, ils te demandent d'ajouter parce qu'ils t'ont quand même donné leur argent et ils ont risqué quelque chose en te donnant leur argent. Hein? Or, qu'est-ce qui caractérise donc les taux d'intérêt du FMI et de la Banque mondiale? Vous savez ce qui caractérise ces taux d'intérêt? C'est qu'ils sont variables. Safroula. Ah! Wow! C'est-à-dire que s'il t'a prêté de l'argent, on est en 2026, en te disant que c'est de l'argent à 5%, il faut savoir qu'en 2027, le taux d'intérêt là, il va monter à 10%. Si tu n'as pas fini de rembourser. Il faut savoir qu'en 2028, le taux là peut monter même à 30%. Si tu n'as pas fini de rembourser. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus la quantité d'argent que tu dois ajouter dessus augmente. Le professeur de sciences, Léo Bessiping, a dit qu'on ne peut pas ajouter l'argent sur l'argent. Moi, je vous dis que le FMI et la Banque mondiale, leur travail, c'est d'ajouter l'argent sur l'argent. C'est une anecdote célèbre. Un candidat à la pseudo-élection présidentielle du Cameroun, qui avait surtout en fait pour ambition de récupérer une dette que l'État devait lui payer, a dit que lui, il ne pouvait pas ajouter l'argent sur l'argent. Parce que l'État lui devait déjà de l'argent et on lui demandait de payer sa caution de candidat. Il a dit que lui, il ne peut pas ajouter l'argent sur
Eh bien, moi, j'inverse. Je reprends la célèbre boutade du professeur Bessiping et je vous dis que le FMI et la Banque mondiale, leur travail, c'est d'ajouter l'argent sur l'argent. Tout le temps, l'argent sur l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils te prêtent 1000 euros en 2026 et ils te créent des problèmes pour que tu ne sois pas capable de les rembourser ça en 2027. C'est eux-mêmes qui te créent des problèmes. Ils disent, hey, les 1000 euros qu'on t'a donnés là, tu ne dois pas les utiliser pour financer les hôpitaux. Tu ne dois pas les utiliser pour financer l'industrialisation de ton pays. Tu ne dois pas les utiliser pour financer la formation de tes jeunes. Tu sais pourquoi on t'empêche de faire ça? Parce que si tu fais ça, tu vas créer les conditions du remboursement rapide de la dette. On dit non. Les 1000 euros qu'on t'a donnés là, ils doivent te permettre de privatiser ton secteur pétrolier, de faire que ce soit des capitaux privés qui gagnent dedans. Les 1000 euros qu'on t'a donnés là, ça va te permettre de financer les anciennes dettes que tu avais contractées. Bref, ils te prêtent de l'argent, ils t'obligent à l'utiliser contre toi-même. À l'utiliser, à l'affecter à des activités qui t'empêchent d'être capable de rembourser. Résultat, tu arrives en 2027, tu n'as pas pu rembourser les 1000 euros. Comme tu n'as pas pu rembourser les 1000 euros, le taux d'intérêt a augmenté. En 2028, il recommence. Il te crée des problèmes. Les 1000 euros sont devenus 1500 euros entre-temps. En 2028, il te crée toutes sortes de problèmes. Quand tu veux utiliser les 1500, les 1000 euros pour affecter pour des activités qui vont permettre de rembourser, on dit non. Attention. Si tu commences à faire comme ça, ça veut dire que tu cherches à avoir des problèmes. Tu veux un coup d'État? Tu veux une rébellion? Qu'est-ce que tu veux? On t'a dit d'affecter l'argent là. Mais donne cet argent-là, par exemple, oui, donne ça au développement du numérique, donne ça pour le progrès des LGBT. Il faut donner ça pour les LGBT. Il faut financer les lobbies LGBT avec ça. Il faut encourager. Finance. Tu dis, hey, bon, lobby LGBT, ça peut quand même attendre. J'ai un petit problème, c'est que les semences manquent. Aïe, 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 aïe. Ne finance pas les semences. Tu es malade. Au contraire, finance les OGM. Donne l'argent là pour financer les OGM, la modification des semences, pour que ce soit nos firmes qui contrôlent les semences de ton pays. Allez, donne ça. Voilà comment tu te retrouves en 2028, tu dois déjà payer 2000 euros. Tu avais emprunté 1000 euros. Donc, écoutez-moi bien, les dettes de la Banque mondiale et du FMI, elles sont conçues de telle façon qu'elles augmentent en permanence, devenant par là même irremboursables. Et c'est ce phénomène qu'on appelle le surendettement. Énorme longueur. Wasengi boam. Ayamewa. Nyambu mame. Ils vous prêtent de l'argent. Ils organisent des croche-pieds pour que vous ne soyez pas capable de rembourser. Pendant que vous n'êtes pas capable de rembourser, les taux d'intérêt augmentent. Pendant que les taux d'intérêt augmentent, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir fonctionner? Que vous reste-t-il à faire pour pouvoir fonctionner? Il n'y a que deux cas. Premier cas, vous prenez un crédit pour rembourser les crédits. Ou deuxième cas, vous donnez davantage des ressources naturelles de votre pays pour rembourser les crédits. Vous payez en nature. Donc le FMI amène plusieurs pays africains à la pendaison ou tout simplement à la mort par noyade. La pendaison, c'est quoi? Tu continues à prendre des dettes, tu prends des dettes, tu prends des dettes, tu prends des dettes, tu prends des dettes. De telle façon qu'à un moment donné, tu es tellement endetté qu'aucune dette ne te permette de payer la dette. C'est ce que j'appelle la noyade. La noyade, la mort par noyade. Tu es noyé par tes propres dettes. Ça fait donc ce qu'on appelle un pays en faillite. Et c'est la situation dans laquelle plusieurs pays africains se sont retrouvés. C'est le cas par exemple du Ghana. Ils ont une deuxième méthode. Ça, ce n'est pas la noyade, c'est la pendaison. Donc, là, ils te disent de donner les richesses matérielles de ton pays. De donner tes richesses. Donc, tu vas donner ton uranium, tu vas donner ton or, ton pétrole, ton cacao, ton café, tu vas donner ton bois. Cadeau! Et c'est pour ça qu'ils te demandent de payer dans la monnaie de ton pays. C'est-à-dire de leur donner suffisamment de monnaie pour qu'ils puissent acheter tout ton pays avec ta propre monnaie. Ah non, remboursez-nous en francs CFA. Voilà comment le franc CFA disparaît des caisses de l'État, se retrouve dans les mains du FMI, et le FMI achète la forêt,
Le FMI achète les terres, le FMI rachète les entreprises d'État, le FMI rachète les mines, le FMI rachète tout et il devient propriétaire du pays. L'expropriation, c'est la pendaison d'un pays. Quand un État ne possède plus ses propres terres, il ne possède plus ses propres sous-sols, un État ne possède plus ses propres réserves d'or, il est obligé de les déposer dans les coffres-forts de la Banque mondiale, c'est terminé. Voilà une colonie, une néocolonie. L'impérialisme financier occidental a gagné. Vous qui êtes là, qui n'a pas compris, je vous mets au défi, celui qui est capable de démentir une seule virgule de ce que j'ai dit, qu'il fasse une vidéo pour démentir. Je résume. Comment le FMI et la Banque mondiale assassinent-ils les pays africains? Ils les conduisent à des dettes suicidaires. Ils les conduisent à la noyade dans le crédit pour rembourser le crédit. Le crédit pour rembourser le crédit du crédit. Le crédit pour est terminé. Ils les conduisent à l'expropriation de leurs ressources naturelles qui sont données comme hypothèque. Et n'oubliez pas quel est le problème que le FMI et la Banque mondiale veulent résoudre. J'ai parlé de ce problème au début de cette conférence. Ils ont un seul problème, c'est qu'ils sont naturellement pauvres. Les pays occidentaux sont naturellement pauvres. La guerre, la ruse, le mensonge et la dette sont des outils qu'ils ont inventés pour compenser artificiellement leur pauvreté réelle. La dette est profondément raciste, la dette est profondément coloniale. La dette est une rançon, la dette est une véritable arnaque. La dette est un chantage. Et vous comprenez pourquoi? Eh bien, Thomas Sankara, entre autres choses, a trouvé la mort. Thomas Sankara parlant de la dette. Écoutez le discours du président Thomas Sankara sur la dette. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Allons-y, monsieur Sankara. Allons-y, monsieur le président. On va l'écouter sur la dette. Thomas Sankara sur la dette, c'est pas long. Je vous prends la version en français. Ça vient. Nous estimons que la dette Écoutez. s'analyse d'abord de par ses origines. Ouais. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Très bien. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, Ouais. ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Très bien. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Namou. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Astaghfirullah. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. Ouais. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Assassin technique. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le paiement suffisait à créer le développement chez les autres. Safrullah. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, Ouais. recommandés. Comme Ouattara. On nous a présenté des montages financiers alléchants, Très alléchant. des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse
la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. Ça fout là. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Qu'est-ce qu'elle est venue Elle faire a là? dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Ils vont pas mourir. Soyons-en sûrs. Si nous ne payons pas, ils vont pas mourir. Si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Voilà. Si nous on paye, on meurt. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Ils ont perdu. Quand ils gagnaient, il n'y avait pas de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Ça fout là. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. Eh oui. C'est notre fin qui a été versée. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Très bien. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Quand c'est vrai, c'est vrai. Hein? Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. Eh. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Ça fout là. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. C'est ça. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. C'est vrai. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles, Sassou et consorts, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte. Et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. Très bien. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de extraordinaire et qui vivent la sueur de nos peuples. Eh oui. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Oui, c'est des assassins. Ce sont des assassins. Nous entendons parler de le FMI et la Banque mondiale pratiquent la finance du crime. Club de Paris, club de partout. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100, et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons
en sorte que dès aujourd'hui, Écoutez bien. Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau. Eh bien, Le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres, en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club parti d'Addis Abeba devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale. Merci, Monsieur le Président. Ce célèbre discours du président Thomas Sankara à Addis Abeba se conclut par la nécessité pour les Africains de se rassembler dans ce qu'il appelle un front uni contre la dette. Un front uni contre la dette. Et le président Sankara souhaitait que ce front uni contre la dette aurait souhaité qu'il fût créé à Addis Abeba, siège à l'époque de l'Organisation de l'Unité africaine et actuellement siège de l'Union africaine. C'est la seule prévision qui malheureusement était inexacte. Si le président Sankara était vivant aujourd'hui, il serait, j'en suis convaincu, d'accord que ce n'est pas à partir d'Addis Abeba que peut se constituer le front uni contre la dette. Pourquoi? Parce que l'Union africaine est une organisation de vassaux néocolonisés. Et quand le président Sankara parlait ainsi, eh bien, la plupart des dirigeants africains qui étaient assis étaient au contraire au service de ceux qui allaient éliminer le président Sankara, c'est-à-dire au service du FMI et de la Banque mondiale. La solution à cette situation, elle consiste d'abord, premièrement, à entrer dans une immense protestation collective contre les crédits du FMI et de la Banque mondiale. Nous devons inciter nos gouvernants à ne plus avoir recours à ces crédits. Pourquoi? Parce que ce sont des crédits qui, d'une manière ou d'une autre, visent à nous maintenir sous tutelle, nous maintenir sous la domination. Premier axe. Deuxième axe, il faut mettre la pression sur ces institutions, sur les représentants de la Banque mondiale et du FMI. Parce qu'en réalité, ce sont des représentants de l'assassinat financier, monétaire et économique de l'Afrique. Ils ne sont pas moins nocifs que les institutions du franc CFA. Ils ne sont pas moins nocifs finalement que les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui ensanglantent notre sous-continent. Voilà pourquoi il faut appeler au démantèlement et au retour total du FMI et de la Banque mondiale, eh bien, à leur siège aux États-Unis. Que tous aillent là-bas. Nous avons tous intérêt à appeler à leur départ de toutes les capitales africaines, comme ont été délogées au Mali, au Burkina Faso et au Niger, eh bien, les missions des Nations Unies, qui étaient implicitement en complicité avec les organisations terroristes et les puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales. Le mécanisme utilisé par le peuple malien pour se débarrasser de la MINUSMA est le même qui devra être utilisé pour se débarrasser du FMI et de la Banque mondiale. Et toute l'Afrique a intérêt à aller vers l'autonomie financière. Voilà pourquoi il faut saluer la création ici au Sahel de la banque d'investissement du Sahel. Cette banque d'investissement a précisément vocation de mettre fin à la dépendance des États de l'Alliance des États du Sahel envers le FMI et la Banque mondiale. Partout doivent naître des banques d'investissement. Et vous savez que le corollaire de tout ceci, ce sera de marcher à pas de géant, de marcher à pas forcé, à pas courageux, certes lucide, prudent, mais de marcher vers l'indépendance monétaire. Si le Fonds monétaire international fonctionne et peut encore assassiner plusieurs économies africaines, c'est en bonne partie parce que l'Afrique est sous la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. Il est donc extrêmement important de briser ces monnaies impérialistes, ces monnaies coloniales et néocoloniales, et affirmer
des monnaies souveraines, des monnaies indépendantes, permettant aux Africains d'être les maîtres de leur propre insertion dans l'économie mondiale. Nous devons déraciner le FMI et la Banque mondiale dans la dépendance de nos gouvernements envers leur financement, dans la présence de leurs représentants dans nos capitales. Ils doivent partir, qu'ils aillent prêter leur argent, par exemple, aux pays occidentaux qui sont en faillite. Et nous devons très clairement, partout à travers l'Afrique, créer des banques nationales et régionales d'investissement et devenir les maîtres entiers de la transformation et de la valorisation de nos ressources. C'est ce que je voulais très clairement affirmer en vous présentant le mécanisme criminel du FMI et de la Banque mondiale. J'espère que celles et ceux qui suivent cette conférence ont compris comment le FMI et la Banque mondiale assassinent les économies africaines et auront compris par la conclusion que je viens de donner en m'appuyant sur le visionnaire président Thomas Sankara, la nécessité que nous avons de nous unir contre la dette coloniale. Un, pour la récuser, parce que les réparations qui sont dues à l'Afrique sont supérieures à cette nullissime dette coloniale. Deux, pour pouvoir, par nous-mêmes, organiser l'investissement financier, l'investissement industriel dans le continent africain. Et puis pour nous débarrasser de ces tuteurs économiques et financiers qui sont en réalité des sangsues. Des sangsues. Ok, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était votre gars Tony. Et surtout, essayez de liker et d'abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nouvelles vidéos à venir. On est ensemble. Ciao.